Bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mots de passe, et plus particulièrement de passkey. Et on va tout de suite démarrer. Donc moi c'est Quentin Aubert. Quand je ne fais pas des sauces pimentées, je travaille à la Maïf sur des projets open source. Donc on a développé toute une stack autour des API. Vous pouvez venir en discuter sur le stand Maïf ou aller voir sur Maïf GitHub.io. Et on va démarrer sans plus attendre. Alors les passkey, qu'est-ce que c'est ? Du coup c'est une petite nouveauté qui sont arrivées en 2022-2023 et qui ont pour objectif d'enterrer notre usage actuel des mots de passe. Et on peut se demander pourquoi. Alors on va partir sur une petite minute de hot take, c'est ma spécialité. Du coup, moi je trouve que les mots de passe à l'heure actuelle c'est chiant à utiliser. Alors du coup, dans les faits, il faut les utiliser, mais en gros, on se retrouve avec l'écosystème actuel qui est non sécurisant sur Internet, où il faut qu'on mémorise un mot de passe différent sur chaque appli. Il faut qu'on ait une rotation de mots de passe. Donc si on n'a pas de gestionnaire de mots de passe, du coup on se retrouve à devoir mémoriser quelque chose comme 340 mots de passe. Donc dans une petite cervelle comme la mienne, ça devient compliqué. Et en plus de ça, il faut que nos mots de passe soient toujours plus compliqués. Donc ça devient assez pénible, sachant qu'avec tout ça, nos mots de passe sont toujours pas résistants au phishing. Donc on a bien poussé l'usage de la double facteur d'authentification, mais en fait là on se retrouve avec un petit problème du X. Maintenant, quand on veut se loguer sur un site internet, on rentre notre mot de passe. Donc certes, on a notre gestionnaire de mots de passe qui va nous aider, mais par contre, il faut qu'on ait à portée de main notre téléphone pour avoir notre code OTP. Se dépêcher si on n'est pas dans la fenêtre des 30 secondes, donc on se retrouve à devoir perdre 20 secondes pour se loguer sur un site internet, mais du coup, moi je trouve ça assez pénible. Et du coup, l'année dernière, j'ai vu un début de lumière au bout du tunnel, parce que j'ai dû me connecter sur GitHub et j'ai vu qu'il y avait un petit bouton qui permettait de se loguer avec des passkey. Je savais pas ce que c'était et moi mon gestionnaire de mots de passe, Bitwarden, m'a proposé d'en créer une. Du coup je me suis renseigné et en fait j'ai découvert qu'on pouvait se loguer sur GitHub en un clic, en quelques secondes, sans rien saisir. Et je me suis demandé ce que c'était et j'ai été un peu plus loin et je vais vous en parler. Alors sous les passkey, il y a WebAuthn. WebAuthn c'est un standard web. WebAuthn c'est pour Web Authentication. Et c'est un standard web qui a été coécrit par la W3C et par la FIDO Alliance. Alors, la première version est sortie en 2018 et la deuxième version en 2021. Et du coup, WebAuthn a pour objectif de remplacer ou de compléter les mots de passe par des clés cryptographiques. Et tout ça pour nous permettre une authentification sans mot de passe, avoir une clé privée qui n'est jamais, qui est stockée localement, qui n'est jamais transmise à personne, le tout résistant au phishing, et qui va permettre à vos applis web de pouvoir utiliser des facteurs biométriques pour l'authentification. On se retrouve avec quand même un gros facteur de sécurité pour l'authentification. Et derrière, on peut se demander donc, ce que sont les passkey face à WebAuthn. Et bien en fait, c'est juste une implémentation un peu plus user-friendly de WebAuthn, parce qu'en fait, les passkey, ce qui va se passer, c'est que la clé crypto qui va être générée, la clé privée, elle va être stockée dans ce qu'on appelle un authenticator. Et du coup, cet authenticator il est synchronisé sur le cloud. Donc en fait, vous allez avoir un couple de clés dont l'une est synchronisée sur le cloud et donc du coup, vous allez pouvoir les utiliser sur vos différents devices. Alors pour le coup, les passkey, ça a pris son essor, non pas en 2021, mais du coup plus sur 2022-2023, parce qu'en gros, il y a iOS qui les implémente en 2022, et la quasi-totalité des gestionnaires de mots de passe qui s'y sont mis en 2023. Donc en fait, ça reste quand même assez récent. Et du coup, comment ça se passe ? Alors là, j'ai un petit schéma, j'ai deux schémas. Donc on va voir comment on crée une passkey, comment on l'utilise. Et donc du coup, on va partir du principe que votre utilisateur arrive sur votre application web, qu'il se logue et qu'il va aller dans son profil pour se créer une passkey. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il clique sur un petit bouton, ça fait un appel d'API, ça démarre une création de passkey. Le serveur va générer
un challenge crypto. Donc en gros, c'est une chaîne de caractères aléatoires. Et il va renvoyer ça à la web app. Mais en plus du challenge, il va renvoyer un certain nombre d'informations, des informations liées à l'utilisateur, donc un identifiant technique et son nom d'affichage. Il va aussi renvoyer un identifiant technique pour l'appli web, donc souvent c'est le nom de domaine, c'est suffisant. Un nom d'affichage aussi pour cette appli. Et la dernière chose qu'il va envoyer, ça peut ressembler à HTTPS, il va renvoyer une liste d'algos de signature qu'il est capable d'utiliser pour que l'authenticateur signe les réponses. Donc il renvoie ça à l'appli web qui fait un call à l'authenticateur via l'API qui est mis en place, qui est fournie par WebAuthn. Donc ça c'est disponible dans tous vos navigateurs. Et du coup ce qui se passe c'est que l'authenticateur va intercepter l'appel et donc faire deux choses. Il va d'abord demander à l'utilisateur s'il veut créer une passkey. Et si l'utilisateur veut, donc là dans ce cas précis, l'utilisateur il va apposer soit son empreinte digitale, soit il a renseigné un mot de passe fort, peu importe. Et du coup, une fois que c'est accepté par l'utilisateur, l'authenticateur va générer la paire de clés crypto, une privée et une publique. Il va garder la privée, il va renvoyer la publique. Il va choisir un algo de signature qui lui a été, dans la liste qui lui a été fournie par le serveur, et il va signer le challenge en retour. Et là, pour le coup, l'appli web ne fait que passe-plat. Elle renvoie ces données-là au serveur, qui lui va se permettre de vérifier le challenge, donc si c'est toujours le bon, avec la signature qui a été fournie par l'authenticateur. Il va vérifier que ça a bien été fourni en temps et en heure. Et du coup, il va récupérer la clé publique, il va l'enregistrer en base de données et faire le lien avec votre utilisateur. Et du coup, l'utilisation d'une passkey, c'est quasiment le même flow, sauf que là, votre utilisateur il n'est pas connecté. Il fait un premier appel en se connectant avec une passkey. Le serveur génère un challenge, donc exactement comme tout à l'heure, sauf que là, du coup, il va juste renvoyer le challenge et l'identifiant du site. Il ne va rien renvoyer d'autre vu qu'on n'a pas d'utilisateur. Et on va appeler l'autre API fournie par WebAuthn, qui est la récupération de credentials. Là, l'authenticateur va proposer à l'utilisateur de choisir une passkey dans la liste des passkeys qui sont disponibles avec ce nom de domaine. Donc là, du coup, ce qui est cool, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs si vous le souhaitez, en fait. Un peu comme si vous aviez plusieurs mots de passe, sauf que là, du coup, la plupart du temps, on peut même avoir plusieurs passkeys par compte en soi. Et du coup, donc une fois que l'utilisateur a choisi sa passkey, il va re-signer le challenge avec l'algo de signature qui avait été choisi au départ. Et donc là, la web app refait passe-plat, renvoie la clé publique qui lui a été fournie. Et le serveur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revérifier le challenge. Si tout ça c'est correct, il va récupérer l'utilisateur qui est associé à la clé publique et créer une session où vous renvoyez un jeton JWT, ce que vous voulez. Et donc du coup, on peut se demander de comment est-ce qu'on fait pour intégrer tout ça dans une appli à l'heure actuelle. Et bien, en gros, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez des librairies. Donc là, si vous allez sur WebAuthn.io, vous avez une liste non exhaustive de beaucoup de librairies qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la conf, je me suis amusé à l'intégrer dans Daikoku de manière native. Donc ça peut être un peu rébarbatif, mais c'est vraiment assez intéressant de voir qu'il y a pas mal de taf, mais c'est largement faisable. Par contre, il y a quelques petits écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et la première, et celle qui m'a pris un peu le plus de temps, c'est que vous devez être dans un environnement sécurisé pour utiliser WebAuthn. Alors il y a une exception de sécurité sur le localhost, mais par contre, du coup, dès que vous devez avoir un nom de domaine perso, ça devient l'enfer. Donc là, pour la petite histoire, j'ai dû m'amuser à créer une autorité de certification locale pour signer un certificat auto-signé pour me retrouver sur mon domaine localhost en HTTPS. Du coup, c'était une petite matinée sympathique. Mais si vous voulez vous éviter tout ça, vous utilisez un petit tunnel ngrok et puis ça fonctionne aussi très bien. Le second truc, c'est que WebAuthn il va discuter avec vous en CBOR. Donc le CBOR, c'est un format donc c'est Concise Binary Object Representation, et c'est un format binaire compact qui est alors
similaire à JSON, certes, mais du coup qui est optimisé pour l'échange de données en faible bande passante. Et pour le coup, c'est juste illisible. Donc, dès que vous voulez débugger votre flow, en fait, il vous faut absolument une librairie pour parser le CBOR et ensuite, du coup, utiliser soit le base64 qui vous est renvoyé, soit du coup le JSON directement. Ça peut être aussi, pareil, au tout début, ça peut être assez chiant à utiliser. Et le dernier truc, c'est que je parlais des algos de signature qui sont fournis par le serveur. Vous pouvez vous retrouver, si vous faites le dev, à devoir tester vos différentes implémentations d'algos. Et le truc, c'est que derrière, si vous testez ça avec votre Vault ou votre Mac, vous n'allez pas avoir le choix sur l'usage de tel ou tel algo par l'authenticator. Et en fait, moi, du coup, j'ai testé avec Bitwarden et ils utilisent qu'un seul algo. Et pour le coup, j'avais dev 3 algos. Donc, j'ai découvert trop tardivement que Chrome avait un DevTool WebAuthn qui est vraiment excellent. Et pour le coup, ça m'a permis de sélectionner les algos que je voulais que mon authenticateur choisisse. Et en fait, il remplace du coup votre Vault et ça va super vite, c'est super pratique et c'est vraiment très cool. Donc du coup, si vous faites du dev de Passkey, n'hésitez pas à utiliser le Chrome DevTool. Malheureusement, il n'y en a pas dans Firefox. Et pour terminer, je me suis posé la question quand même de est-ce que tout ça c'était trop beau pour être vrai, et du coup j'ai commencé à chercher s'il y avait des détracteurs de WebAuthn et des Passkey. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est qu'il y a en 2018, donc à la sortie du premier niveau de WebAuthn, il y a la Paragon Initiative, donc qui est une boîte de sécurité sur le web, qui ont fait un audit de ce qui était sorti. Et en gros, ils ont sorti un article qui s'appelle Security Concerns Surrounding WebAuthn, qui préconise de ne pas utiliser ECDA dans WebAuthn parce que du coup c'est un algo de signature anonyme qui est utilisable avec WebAuthn, mais qui est soumis, qui a révélé des bugs par le passé. Et surtout, il a révélé des bugs parce qu'il force l'usage d'un autre algo qui est alors RSA PKCS V1.5 et qui lui est ultra vulnérable depuis des années. Et donc en gros, en résumé, dans leur article, ils préconisent juste d'évincer cet algo de signature. Et du coup, ce qui fait que vous n'utilisez plus ECDA et du coup, ça rend safe votre usage de WebAuthn. Alors, du coup, je vais faire une petite démo pour terminer. Hop là. Et là, pour le coup, pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, c'est mieux de vous partager mon écran, je pense. Tout l'écran. Yes. Et donc là, je vais utiliser un truc qui est mis à dispo, c'est le Passkey Debugger sur Internet, et qui est en gros une app où vous allez pouvoir créer et vous loguer avec des Passkey. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va loguer les résultats des calls WebAuthn du coup directement sur la page, donc ça devient assez cool. Donc là, on va partir du principe que votre... ça serait pas mal d'avoir Internet, par exemple. Sinon, ça va pas fonctionner du tout. Désolé. Ouais. Sinon, il y a le bat Wi-Fi quelque part. Shit. Ok, il est là. Et donc, du coup, le Passkey Debugger, ce qu'il va faire, c'est qu'on va partir du principe que vous avez déjà votre utilisateur qui est connecté sur votre UI et qu'il a déjà fait un premier call d'API à votre serveur. Donc là, on a le retour du serveur et on a un certain nombre de données. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on a un challenge. On a tout ce qui est dans le RP, donc le nom de votre application, donc là que je me suis permis de changer, et son identifiant, et les données utilisateurs. Donc là, on a un nom, un display name et un identifiant technique. Et donc là où ce que je vous disais, c'est qu'on a 3 algos qui sont fournis par le serveur. Vous virez le moins 257 et du coup, vous rendez WebAuthn safe. Donc c'est le fameux PKCS, RSA PKCS. On va démarrer la création d'une passkey. Donc là, j'ai le call WebAuthn qui est intercepté par mon Bitwarden. Donc Bitwarden que j'ai déjà débloqué au préalable, ce qui vous évite de voir mon mot de passe fort, éventuellement. Ce serait bête que ça se retrouve sur YouTube. Et donc là, je crée ma passkey. Et en gros, on a le retour
WebAuthn qui nous renvoie donc ici nos valeurs en CBOR. Et donc du coup, si on parse ce CBOR, on voit qu'on a un certain nombre d'informations. On a l'authenticateur qui a créé la passkey, la clé publique signée, l'algo qui a signé la clé publique, et je pense que c'est déjà pas mal en vrai, du coup. Enfin, la clé publique est le plus important en fait. Et du coup, si on fait un login, donc là on voit qu'on a besoin de beaucoup moins de données, on a juste besoin du challenge et du RPID. Et je démarre le login. Donc là, l'appel est différent. Donc en gros, Bitwarden, lui, sait qu'on n'a pas besoin de créer une passkey, mais qu'on veut en choisir une. Et il a filtré les passkeys qu'il connaît avec le RPID. Et là, j'ai juste besoin de me loguer. Alors je vais pas, on va pas refaire le truc, mais on revoit encore le challenge et la signature qui vont bien. Hop là. Et bon, voilà. Et donc ça a été assez rapide du coup. Mais c'est fini. On vous remercie. Je vais mettre à dispo les slides sur mon GitHub et si ça vous intéresse, il y a les liens utiles à la fin des slides et le premier lien est juste excellent. Il ne s'appelle pas Awesome WebAuthn pour rien. C'est un mec qui a fait un boulot monstre, qui a répertorié toute la doc sur WebAuthn. Du coup, donc il y a 1000 trucs, c'est trop bien. Merci beaucoup.